Bonjour, bienvenue à Toujours Boutique pour la troisième rencontre, troisième webinaire enregistré en direct devant public. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'est être un aidant tout en habitant à l'île d'Orléans. Bien sûr, les programmes et services gouvernementaux existent pour toute la province, donc aussi pour l'île. Ce qui diffère peut-être dans notre façon de vivre ici à l'île, c'est ce que nous allons regarder aujourd'hui. Nous allons recevoir une professionnelle de la Fondation Âge qui va venir nous présenter la formation Sentinelle. Nous allons aussi rencontrer la coordonnatrice qui est en lien pour l'appui, qui subventionne les services pour les proches aidants à l'Association bénévole de l'île d'Orléans. Elle va nous donner donc plus d'informations, entre autres sur le service Info Aidant. Et nous allons terminer avec deux bénévoles reconnus pour leur implication sur l'île d'Orléans. Ils vont nous parler de l'entraide depuis plusieurs années sur l'île d'Orléans. Débutons avec notre première invitée, Madame Élise Doré de la Fondation Âge et de la formation Sentinelle. Bonjour, Madame Doré. Alors, vous êtes ergothérapeute conseil à la Fondation Âge. Vous faites partie de l'équipe des professionnels de la santé qui agit comme ressource clinique au sein de l'équipe de gériatrie sociale. C'est bien ça? Oui, tout à fait. Bien, ça nous fait plaisir de vous accueillir. Avant de Merci à parler vous. je vous en prie. Avant de parler de votre rôle de formatrice auprès des sentinelles, j'aimerais qu'on situe les gens dans le contexte de la Fondation Âge et de la gériatrie sociale. Est-ce que ça vous va? Oui, oui, tout à fait. Alors, oui? Oui, allez-y. Ah, ben, j'allais vous demander, pouvez-vous nous faire un résumé de ce que c'est quoi de la gériatrie sociale? Oui. En fait, la gériatrie sociale, là, c'est une approche écologique de la santé des aînés. Quand on dit écologique, c'est pas parce qu'on produit pas de GES, là. C'est vraiment écologique dans le sens qu'on tient compte des conditions de vie réelles des aînés. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'on veut faire des actions de proximité qui tiennent compte de tous les déterminants de la santé. Parce que la santé, c'est pas juste physique, c'est pas juste influencé par les maladies. Il y a plein d'autres facteurs, plein d'autres déterminants qui vont influencer la santé des aînés, que ce soit le réseau social, que ce soit l'environnement physique à domicile, que ce soit l'aspect financier. Donc, il y a plusieurs déterminants de la santé, puis on veut agir sur tous ces déterminants-là. Puis ça se fait dans le respect des droits, dans le respect de l'autonomie décisionnelle des aînés. Donc, c'est comme une vision de la gériatrie. En fait, tu sais, la gériatrie, c'est l'expertise médicale du vieillissement. Ça se pratique en milieu hospitalier. Mais la gériatrie sociale, c'est comme une vision de la gériatrie qui se fait dans le milieu de vie de l'aîné en tenant compte de ses conditions de vie réelles. Donc, c'est ça l'aspect social là, qu'on vient ajouter là, à la gériatrie. Tu sais, le vieillissement, c'est propre à chacun. Hein? On a tous Oui. notre propre courbe de vieillissement. Mais dans un vieillissement qu'on dit normal, où il n'y a pas nécessairement d'événements qui vont venir influencer le vieillissement, bien, la perte d'autonomie est quand même assez minime, graduelle. C'est plus en fin de vie que ça va s'accélérer. Mais pour certaines personnes âgées, il va se présenter un événement à un certain point dans la courbe de vieillissement qui va venir les mettre à risque de se retrouver sur une courbe de vieillissement accéléré. Puis ces événements-là, c'est pas juste un diagnostic, une maladie, une chute, ça peut aussi être le deuil d'un conjoint, un déménagement qui n'était pas souhaité. Ça va venir fragiliser la personne, ça peut amener une perte d'autonomie, puis c'est vraiment à ce moment-là qu'on veut intervenir. OK. Donc, on intervient en prévention. Ce qu'on veut en gériatrie sociale, c'est prévenir le vieillissement accéléré. On dit souvent à la Fondation Âge qu'on veut redonner de la vie aux années. Ben, c'est exactement ça. On veut prévenir le vieillissement accéléré puis maintenir les gens sur une courbe de vieillissement normal. Pour y arriver, ben, en fait, on met à profit la communauté. En fait, on vient mettre en place une structure de repérage avec un réseau de sentinelles en gériatrie OK. sociale. Fait que la sentinelle, hein, c'est le soldat qui fait le guet puis qui lance l'alerte quand l'ennemi s'approche. Bon, c'est extrême, mais si on l'applique en gériatrie sociale, la sentinelle, en fait, elle va repérer les signes de vieillissement accéléré puis elle va pouvoir lancer l'alerte en gériatrie sociale. Puis là, ce qu'on va faire, ben, c'est qu'on va s'assurer qu'il y a un meilleur soutien à domicile, qu'il y a une meilleure continuité des services, puis que la personne elle puisse recevoir les services au bon moment, en fait.
Fait que je pense qu'en gros, c'est comme ça que je l'expliquerais. OK. Bien, vous venez de toucher un peu le réseau des sentinelles là, qui sont là pour une veille, puis pour évaluer des mesures d'agir, ou du moins communiquer, on doit passer à l'action. Mais concrètement, est-ce que ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui se promène dans toutes les maisons puis qui s'en va voir qu'est-ce qui se passe? Ou c'est... Bien, je peux peut-être vous faire un historique de comment ça s'est développé, puis ça va Ah, répondre à votre question. En fait, OK. la Fondation Arche, elle a été mise sur pied il y a 10 ans par Dr Stéphane Lemire, qui est un interniste gériatre, qui travaillait en milieu hospitalier, parce que la gériatrie, ça se pratique en milieu hospitalier. Mais lui, son impression, c'est qu'il ne pouvait pas tant intervenir en prévention. Il se disait, si j'avais accès au domicile des gens, si je les voyais dans leur milieu de vie, il me semble que je pourrais être plus efficace dans mes interventions. Donc, il a quitté le réseau de la santé à ce moment-là, puis il est allé s'installer au service amical Basseville, qui est un organisme communautaire basé au premier étage d'un HLM, donc avec une clientèle aînée à proximité. Il a commencé en faisant du transport, en fait, pour des rendez-vous médicaux. Il a commencé à sensibiliser les préposés d'aide à domicile. Il a fait des visites à domicile. Puis, effectivement, ça a donné raison à son hypothèse. C'est qu'en ayant accès au domicile, il avait accès à une foule d'observations qu'il n'y avait pas en milieu hospitalier, puis il pouvait vraiment agir plus en prévention, justement, du vieillissement accéléré. Mais on ne peut pas avoir un gériatre dans chaque domicile. Il n'y en a pas suffisamment au Québec. Ce serait fabuleux, mais ce n'est pas possible. Sauf que sa réflexion à Dr Lemire, c'était de se dire, bien, il y en a des gens qui sont en contact quotidien avec des aînés, qui sont auprès des aînés au quotidien. Bien, on va mettre ces gens-là à profit, puis on va créer cette espèce de réseau de sentinelles qui est un réseau de bienveillance et qui va pouvoir repérer les signes de vieillissement accéléré. Puis après ça, bien, on va pouvoir aider ces gens-là. Donc, l'idée du réseau de sentinelles était là dès le début, puis on savait qu'on voulait faire le lien avec le réseau de la santé, avec les organismes communautaires, mais c'est comme s'il manquait un maillon, en fait, dans le milieu. Et c'est là qu'est apparu le navigateur en gériatrie sociale. Pourquoi navigateur? Parce qu'il va aider la personne, dans le fond, à naviguer entre les services du réseau de la santé, entre les services communautaires. Okay. Donc, il va prendre l'alerte, il va aller rencontrer la personne à domicile, avoir un regard sur sa santé globale, sur les facteurs de risque pour sa santé, sa sécurité à domicile. Puis, au besoin, bien, on va aller interpeller le réseau de la santé ou les services dans la communauté. Fait que c'est un peu comme ça que l'idée de la gériatrie sociale est apparue. Donc, en fait, nos sentinelles, on n'ajoute pas une tâche supplémentaire aux sentinelles. C'est des gens qui sont déjà en contact avec des aînés. On leur demande juste d'être vigilants et de repérer les signes de vieillissement accéléré. Parfait. Mais votre rôle à vous dans cette organisation-là, parce que je vous ai présenté tout à l'heure comme ergothérapeute conseil, comment on fait le lien avec la démarche? Oui. En fait, mon rôle à la Fondation, j'ai un rôle de supervision clinique auprès des navigateurs. OK. L'équipe clinique de la Fondation, c'est moi, c'est ma collègue Sylvie Lafrenière, qui est infirmière conseil, puis on a Dr Lemire qui est là aussi. Notre rôle, c'était vraiment d'assurer cette supervision clinique-là auprès des navigateurs, auprès des ressources cliniques du réseau de la santé qui travaillent en collaboration avec nous. Donc, moi, j'ai vraiment un rôle de les accompagner au quotidien, d'orienter les nouveaux navigateurs, d'offrir du soutien clinique en continu. J'anime les communautés de pratique aussi. On a des communautés de pratique avec les navigateurs où on peut faire de la formation continue, où on peut discuter de certains sujets, de certains enjeux, où on peut co-développer des outils cliniques. Fait qu'on a vraiment ce rôle-là de supervision clinique. Et je suis aussi responsable de la formation des sentinelles, la formation grand public des sentinelles en gériatrie sociale. OK. Quand il y a un projet de gériatrie sociale sur un territoire, éventuellement, la navigatrice va être accompagnée pour former les sentinelles sur son territoire. Mais en toile de fond, à la Fondation Arche, on offre toujours la formation sentinelle là, grand public. Qui est sur le web, c'est par Internet que vous le faites, hein? Oui, tout à fait. C'est de façon virtuelle.
Mais à ce moment-là, quand c'est grand public, c'est quoi le rôle de la personne sentinelle par rapport à, là, vous avez décrit toute la machine au niveau du réseau de la santé, puis par rapport au navigateur, mais là, monsieur, madame, tout le monde qui va suivre la formation ou un aidant qui décide d'aller suivre la formation, euh, ça va être quoi le cheminement suite à sa formation? Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Les sentinelles, tu sais, je vous disais tout à l'heure, c'est des gens qui sont déjà en contact au quotidien avec des personnes âgées. Fait que vous l'avez dit, les proches aidants, c'est des excellentes sentinelles puisqu'ils accompagnent des aînés au quotidien. Ça peut être des travailleurs aussi, ça peut être les préposés d'aide à domicile, par exemple, qui vont aller faire de l'entretien ménager chez la personne âgée. Ça peut être le livreur de pharmacie. Donc, tu sais, c'est tous les gens qui vont graviter autour des aînés. OK. Quand ces gens-là sont sur un territoire où il y a de la gériatrie sociale, bien, quand ils repèrent un signe de vieillissement accéléré, ils vont lancer l'alerte à l'équipe de gériatrie sociale, à la navigatrice du projet de gériatrie sociale. Quand je donne ma formation grand public, il y a des gens qui assistent, qui sont sur des territoires de gériatrie sociale, mais qui ne savent pas qu'il y a de la gériatrie sociale chez eux. Donc, ce qu'on leur suggère, c'est de se mettre en contact avec la navigatrice de leur territoire, justement pour que ce lien-là soit créé, qu'ils puissent lancer des alertes. Mais on est conscient qu'il y a des gens aussi qui sont sur des territoires où il n'y a pas de gériatrie sociale. Mais dans la formation grand public, on aborde qu'est-ce que vous pouvez faire si vous êtes sur un territoire où il n'y a pas de gériatrie sociale. OK. Parce que quand on repère un signe de vieillissement accéléré, hein, on ne s'en lave pas les mains parce qu'il n'y a pas de gériatrie sociale. Il y a plein d'autres intervenants qui sont un peu partout au Québec. Donc, on voit avec eux qui vous pouvez interpeller si vous repérez un signe de vieillissement accéléré, mais qu'il n'y a pas de gériatrie sociale. Ah, c'est bon ça, c'est bon ça. Donc, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Tout à fait. OK. Est-ce que, par contre, j'ai vu dans la documentation, à un moment donné, on parle de lunettes aînées AD+. Ça, c'est dans la formation Sentinelle? Oui. C'est quoi ça, ces lunettes-là? On peut s'acheter ça quelque part? Ce serait intéressant. Il faudra penser au concept. En fait, la lunette aînée AD+, c'est un outil de soutien au repérage. C'est un outil qui a été développé par le CHUM, donc le Centre hospitalier universitaire de Montréal. En fait, la OK. portion aînée a été développée au CHUM dans le contexte de l'approche adaptée à la personne âgée en milieu hospitalier. On a eu l'accord du CHUM pour utiliser l'acronyme aîné. L'acronyme aîné, vraiment, là, ça nous permet de voir des aspects qui peuvent être des indices de risque de vieillissement accéléré. Ça nous permet de porter un regard sur la santé globale de l'aîné. Par contre, quand on va à domicile, on a accès à une foule d'observations auxquelles on n'a pas accès quand on est en milieu hospitalier, ce qui fait qu'à la Fondation, on a ajouté la portion AD+, pour aller chercher tous les autres déterminants de la santé dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, pour avoir un regard aussi sur le domicile, sur l'accès aux services et tout ça. Donc, dans l'acronyme aîné, on va regarder A pour autonomie, mobilité, le I pour l'intégrité de la peau, le N pour la nutrition, l'hydratation, le premier E pour l'élimination, le deuxième pour l'état cognitif, l'humeur, la communication, le comportement, puis le S pour le sommeil. Puis à ça, on vient ajouter la portion AD+, où on regarde l'accès aux services de santé, au matériel de soins, les auto-soins de santé, ça c'est comment on prend soin de soi, comment on prend soin de sa santé. On va regarder le domicile sécuritaire et adapté aux besoins. On va regarder les proches aidants. Donc, les proches aidants sont un élément du AD+, parce que ils jouent un rôle important dans le maintien de l'autonomie puis le maintien de la santé de l'aîné. On a ajouté aussi la lettre j'allais oublier le L. Donc, le L, ça, c'est les loisirs, les rôles, la vie sociale, la vie spirituelle. On a ajouté le U, l'urgence d'agir, parce que des fois, on va se retrouver face à des situations où il faut agir rapidement. Il y a un risque à court terme, puis on va aller plus appeler le 911, le 811 plutôt que la gériatrie sociale. Donc, on trouvait ça important d'ajouter cet élément-là, parce que dans certaines situations, c'est plus urgent d'agir. Puis on termine avec le S pour la salubrité. Donc, ça vient vraiment faire le tour de la santé globale. On tient compte de tous les déterminants de la santé. Puis ce qui est intéressant avec la lunette aînée AD+, c'est que c'est un langage commun.
Oui. Parce que c'est utilisé dans le réseau de la santé aussi. Donc, quand on transfère nos observations au réseau de la santé, on parle le même langage. Ça facilite cette communication-là. Pour la sentinelle, c'est comme un aide-mémoire. Oui. La sentinelle n'a pas à questionner la personne sur chaque aspect du NAD+, c'est vraiment pas ça. Ça permet juste de structurer les observations. Pour la navigatrice, la lunette NAD+, ben, c'est un outil de travail. Quand la navigatrice se rend à domicile, elle va explorer chaque aspect du NAD+, pour vraiment avoir une bonne idée de la situation de l'aîné à domicile, puis s'assurer qu'il n'y a pas de risque pour la santé ou la sécurité de l'aîné. Puis c'est ça. Donc, quand on a besoin du réseau de la santé, ben là, on a ce langage commun-là qui permet de transmettre les observations, puis toujours avec le consentement de l'aîné, évidemment. Si, dans les gens qui nous écoutent, s'il y a des gens qui disent, mais oui, mais moi, ce serait pertinent que je devienne sentinelle, c'est des choses que je suis portée à observer, mais là, au moins, je veux savoir comment les observer, comment rapporter l'information, comment on fait. En fait, les gens peuvent s'inscrire à la formation en ligne. Donc, sur le site de la Fondation Âge, l'adresse, c'est gériatrie sociale en un mot, gériatriesociale.org. À l'onglet événements, toutes les prochaines dates de la formation sont inscrites, puis on peut s'inscrire aussi via le site de la formation, le site de la Fondation, pardon. Vous avez aussi Donc, une page Facebook de la Fondation, hein? oui, il y a une page Facebook de la Fondation aussi, mais pour s'inscrire à la formation Sentinelle, c'est vraiment via Sur le site Internet. OK. La formation est donnée à toutes les 2 semaines, habituellement. Ça peut arriver qu'on saute une semaine, mais habituellement, c'est à toutes les 2 semaines. Puis en alternance, en après-midi, en soirée. Donc, une fois, c'est en après-midi, une fois en soirée. C'est une formation qui se donne en 2 blocs de 1h30. OK. Donc, il faut suivre les 2 blocs. Ceci dit, c'est pas obligé de les suivre dans la même semaine. On peut prendre le premier bloc une fois, le deuxième bloc à un autre moment, mais pour compléter la formation, il faut faire les 2 blocs. Mais c'est assez souple quand même comme horaire, ça fait que c'est facilitant Oui, pour les aidants oui, tout à fait. et les gens qui sont au travail, c'est bien. Mais est-ce qu'il y a un coût rattaché à Non, la la formation? formation est gratuite. C'est gratuit? Oui. C'est excellent. Quand on devient sentinelle, est-ce qu'on doit faire un rapport écrit ou on doit se rapporter de façon régulière, même s'il n'y a rien de spécial pour dire, OK, cette semaine, il n'y avait rien ou des choses comme ça? Non, il n'y a pas de rapport officiel à faire. OK. Par contre, comme je vous disais tantôt, c'est sûr que si les gens sont sur un territoire où il y a de la gériatrie sociale, c'est intéressant de se mettre en contact avec la navigatrice du projet parce que la navigatrice, elle est aussi chargée de mobiliser son réseau de sentinelles. Donc, de transmettre de l'information, d'inviter les sentinelles à un café-rencontre, à des rencontres de discussion, peu importe. Là, ça, c'est vraiment laissé à la liberté de la navigatrice, là, mais elle a le rôle de mobiliser le réseau de sentinelles. Donc, si les gens sont sur un territoire où il y a de la OK. gériatrie sociale, c'est important de se mettre en contact. Puis, sur le site de la Fondation, encore, là, il y a un onglet projet avec tous les projets de gériatrie sociale, le territoire qui est couvert, les OK. coordonnées, le nom des navigateurs, navigatrices. Donc, toute l'information est là. C'est excellent, ça. C'est très Si bien. les gens sont sur un territoire où il n'y a pas de gériatrie sociale, on est en train de réfléchir à une façon de garder le contact avec ces gens-là suite à la formation. Il y a une page Facebook Sentinelle en gériatrie sociale, qui n'est pas une page extrêmement active, mais ça permet déjà de garder ce premier lien-là. Mais on aimerait ça développer un peu plus cet aspect-là, là. On est à réfléchir à ça. Bien, c'est intéressant. On souhaite que ça se répande comme une belle contagion, celle-là. Une fois que la formation est complétée, est-ce que c'est comme les cours de premiers soins qu'il faut les répéter aux 2 ans ou aux 3 ans pour se tenir à jour? Puis, Non, pour le moment, il n'y a pas de suite, il n'y a pas de formation OK. continue. Par contre, il y a un cahier du participant quand même assez costaud là, qui vient avec la formation où toute l'information est présente. Fait que, tu sais, ça, c'est un outil qui reste à chaque sentinelle. On est en train de réfléchir en ce moment aussi avec l'équipe de Laval. C'est une idée qui est issue du projet de Laval, là, à peut-être élaborer un deuxième volet à la formation Sentinelle, un volet plus de réflexion suite à la première formation. Donc ça, éventuellement, probablement que ce sera développé.
Mais pour l'instant, c'est ça, il n'y a pas de deuxième volet encore officiel. Donc, c'est bien de se tenir au courant, même si on ne se sent pas prêt présentement à être sentinelle, peut-être à juste regarder les communications fréquentes de la Oui, Fondation. Au mais moins, oui, puis excusez, allez-y. vous parliez tout à l'heure de la page Facebook de la Fondation. Là, la page Facebook s'appelle Le Gériatre social. Il y a plein d'informations sur la santé des aînés. C'est ça. Il y a des rappels de l'outil aîné à D+. Donc, ça, c'est une bonne façon, tu sais, de garder ces connaissances-là à jour, là. C'est bien, c'est bien. Bien, on pourrait déjà conclure en invitant les gens à aller voir le site, la page Facebook, en s'inscrivant. Il n'y a rien, il n'y a pas de coût, donc il n'y a pas de. C'est pas un engagement comme tel. Par contre, ça permet de se sensibiliser. Puis, honnêtement, je souhaite que ça fasse partie, comme on voit maintenant dans les cours de premiers soins qui se donnent dès la 6e année du primaire pour les jeunes qui vont être gardiennes à domicile. Bien, on le sait, de plus en plus, ce sont cette génération-là qui vont prendre soin des aînés. Donc, pourquoi pas leur donner la formation le plus rapidement possible dans notre réseau? Oui. Et puis la formation est intéressante pour les proches aidants, mais elle est intéressante pour les aînés eux-mêmes aussi. Oui. Parce qu'à partir du moment où on a les connaissances, ben, on est capable de repérer nos propres signes de vieillissement accéléré puis d'agir en prévention. Fait que c'est vraiment accessible pour tous ces publics-là. Je trouve ça vraiment intéressant. Bien, je pense que, Mme Doré, on va avoir à se reparler justement pour être capable d'outiller les gens à qu'est-ce qui est vraiment mon vieillissement normal, quand est-ce que, oups, il y a un système d'alarme ou des choses comme ça. Je pense qu'on a vraiment des choses à se dire encore. Il n'y a pas de problème. Bien, un grand merci pour aujourd'hui, en tout cas, d'avoir pris le temps Merci à vous. à votre horaire chargé, puis on se redonne des nouvelles, c'est évident. Parfait. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Poursuivons maintenant avec Madame Manon Havel de l'Appui Capitale Nationale. OK. Alors, on accueille Manon Evrel, conseillère en développement régional Capitale Nationale de l'Appui. Bonjour Manon. Bonjour. Merci. Merci de prendre un peu de temps pour nous, malgré l'agenda très occupé. On le sait, hein, ça ne change pas ça. Hein? Oui. Avant, on disait c'est la rentrée, mais maintenant, c'est tout le temps, finalement. Oui, c'est ça. Manon, on se connaît parce qu'on travaille ensemble pour la subvention des services aux proches aidants. Pour nos participants, l'appui, c'est rarement un individu. C'est souvent un numéro de téléphone, un courriel, des choses comme ça. Là, on lui donne un visage. Alors, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours en nous expliquant ce que fait une conseillère en développement régional? Avec plaisir. Donc moi, je suis conseillère en développement régional pour l'appui, responsable de la capitale nationale. En fait, on est 17 conseillers et conseillères comme moi à travers l'ensemble des territoires du Québec. Puis les conseillers au développement ont plusieurs casquettes. Un rôle d'information et de sensibilisation, que ce soit auprès du grand public, d'un public déjà plus averti ou des organismes. On a également un rôle mobilisateur auprès des acteurs de la proche aidance dans nos régions. Et bien sûr, l'appui, on est un bailleur de fonds. Comme tu le disais, qu'on se connaît avec les subventions. C'est ça, l'appui est un bailleur de fonds, donc on travaille bien sûr lors des appels de projets. Puis comme on est un bailleur de fonds de proximité, nous on accompagne les organismes tout au long de l'année pour aider, soutenir les organismes afin que leur projet se déroule le mieux possible et donner le meilleur service possible aux proches aidants. Qu'est-ce qui fait, justement, là, tu parles finalement de notre démarche quand on présente des projets et tout ça, mais qu'est-ce qui va faire qu'un projet va être accepté ou non? Il y a plein de balises. On a nos balises forcément pour déposer un projet. L'essentiel, c'est que le projet doit présenter des services directs aux proches aidants dans différentes catégories. Ça peut être formation, information, transfert de connaissances. Ça peut être en soutien psychosocial ou ça peut être du répit qui peut être déposé comme projet. Puis bien sûr, par-dessus ça, on a des balises propres comme tout bailleur de fonds pour s'assurer que le service direct soit de qualité, puis
puis un impact réel dans la vie des proches aidants. Ah oui. Quand on lit la mission de l'appui, là, ça dit l'appui pour les proches aidants est un service à l'écoute des personnes proches aidantes depuis plus de 10 ans, avec pour objectif de préserver la qualité de vie. Nous soutenons également les organismes qui leur viennent en aide et mobilisons l'ensemble de la communauté. Vous êtes là pour eux, nous sommes là pour vous. Est-ce que ça veut dire que la mission de l'appui, elle intervient uniquement pour les services aux proches aidants? Ça ne touche pas d'autres personnes dans la société? Non, effectivement, ça fait 10 ans que c'est la force de l'appui. Nous accompagnons uniquement les proches aidants ou les acteurs en proche aidance grâce à différents services directs. Et ce qui fait que l'expertise est très spécifique à la proche aidance puisque c'est l'unique clientèle que l'on dessert. Ah oui. Un citoyen qui aurait des idées ou qui a des questions puis qui aimerait communiquer avec l'appui, est-ce que vraiment il y a un canal ou un moyen de communication qu'il peut utiliser? Oui, on a un magnifique service qui est complètement dédié aux proches aidants. Il s'agit de la ligne Info Aidant. Donc c'est la ligne que tu parlais tout à l'heure, le numéro de téléphone qu'on voit beaucoup de l'appui. Les proches aidants peuvent appeler à cette ligne 7 jours sur 7, de 8h à 20h. On peut joindre les conseillers soit par téléphone, je peux donner le numéro là, mais je vais le dire doucement, c'est le 1 855 852 77 84. Ou également, notre site internet est une vraie mine d'informations, puis on peut joindre aussi les conseillers par le biais du site internet, soit par courriel, soit par le clavardage directement, aux mêmes heures, de 8h à 20h, 7 jours sur 7. Donc, Info Aidant peut recevoir des commentaires des aidants, mais est-ce que c'est plus large que ça? Qu'est-ce que peut faire Info Aidant? Oui, la ligne, en fait, Info Aidant, comme je le disais, ça permet aux proches aidants de parler à un conseiller rapidement. Le conseiller va être là pour répondre à tout type de questions. Ça peut être type de questions concernant les impôts. Au moment de la période des impôts, les proches aidants se posent beaucoup de questions dessus. Ça peut être également juste une écoute, avoir besoin des fois à la fin de sa journée ou à un moment de doute ou de parler à quelqu'un assez facilement. Puis également, la ligne Info Aidant permet de référer vers des organismes de la région qui vont pouvoir soutenir le proche aidant dans son rôle, puis également selon ses besoins, que ce soit du répit, du soutien psychosocial, référer selon des fois la maladie de l'aider aussi, ça peut être important pour le proche aidant pour mieux accompagner. Nous, on a vraiment une liste très large, un bottin des ressources qui va permettre au conseiller de référer le proche aidant selon son code postal à des organismes qui sont autour de lui puis qui vont pouvoir lui donner des services directs. Ça, c'est vraiment la ligne. Puis on a également, la ligne Info Aidant gère également un service de formation qui est un service de formation à distance en fait, qui est composé de lectures et d'exercices, toujours suivi et accompagné par un conseiller Info Aidant. Puis il y a 3 thématiques à ces formations-là. Je vais devoir lire un petit peu mes notes. Oui, c'est correct. Il y a la première thématique qui est devenir aidant, ça s'apprend. C'est celle qui est apparue en premier à l'appui. Qui en fait est destinée aux proches aidants dont l'aidé a reçu un diagnostic de maladie d'Alzheimer dans les 24 derniers mois. Donc ça c'est vraiment très spécifique. On a aussi la formation message qui là permet aux proches aidants, qui va permettre aux proches aidants en fait d'apprendre et de mettre en pratique différentes stratégies pour gérer son stress. Et la dernière formation, qui est la dernière née à l'appui, c'est la formation qui se nomme « Avec toi sous un autre toit », qui s'adresse aux personnes proches aidantes, qui accompagnent une personne âgée qui vit avec la maladie d'Alzheimer également, en fait, comme la première, mais cette fois-ci qui est en hébergement depuis plus de 2 mois. Donc ça permet d'accompagner les proches aidants dans ce changement de rôle qui est voilà, l'hébergement. C'est vraiment des formations qui se font au rythme du proche aidant, mais qui est toujours accompagné des exercices. Il y a vraiment une belle communauté autour de ces formations. Ça se fait par Internet? Oui, tout se fait à distance. Okay. C'est sur 6 à 8 semaines. Ça demande à peu près 30 minutes d'investissement par semaine. Puis
ça permet à des personnes qui ne peuvent pas se libérer, par exemple, de quand même avoir un accompagnement puis des outils pour leur rôle de proche aidant. Puis ça peut se faire le soir, ça peut se faire très tôt le matin, c'est vraiment selon la disponibilité. Puis c'est gratuit ou il y a des frais? Tout est gratuit à l'appui, que ce soit la ligne info aidant ou les formations. C'est gratuit. Il suffit de se rendre sur notre site internet. Vous pouvez demander de suivre une formation ou en appelant la ligne info aidant, les conseillers vont pouvoir vous proposer la formation qui correspondrait le plus à vos besoins. C'est super. C'est vraiment super intéressant. Si on veut faire des différences, parce que là, tu sais, quand tu parles de référence, puis tu sais, des fois, les gens vont venir mêler, il y a l'appui, il y a le CLSC, il y a les services psychosociaux qu'on peut avoir sur la ligne 811 au poste 2. Est-ce que ça, c'est tout lié ou c'est des services différents ou quelle image on doit se faire de tout ça? C'est des services différents, forcément. L'appui, comme j'expliquais tout à l'heure, a cette spécificité que son rôle est exclusivement dédié à la proche aidance, que toute notre expertise depuis on dit 10 ans, mais je crois que ça va faire pas loin de 12 ans maintenant, les conseillers ont accompagné durant ces 12 ans exclusivement des proches aidants. Donc, il y a vraiment un savoir autour de ça. Nos conseillers proposent vraiment un accompagnement personnalisé, sans jugement, axé sur la bienveillance et puis l'empathie. Mais, bien sûr, l'important, c'est de demander de l'aide. Oui. Peu importe à qui. Le 8-1 est excellent pour le référencement. L'important, en fait, c'est vraiment au moment où on le ressent de demander de l'aide et puis d'y aller avec ce qu'on est le plus à l'aise, en fait, puisqu'il était présenté à nous comme service aussi, forcément. Peu importe Mais, CLSC, peu importe. Oui. Ils ne sont pas nécessairement liés. Par contre, ça se peut que ces services-là communiquent ensemble pour un dossier ou une situation X. Non, pas nécessairement. À ma connaissance, non. Il n'y a pas de passerelle entre les différents services. OK. Parce que des fois, j'ai entendu les gens dire je suis pas capable de rejoindre l'intervenant social du CLSC, mais je vais appeler à la ligne info aidant. Ils vont me dire, c'est comme, admettons, les heures de baluchon ou de répit qui me reste ou des choses comme ça. Alors, les deux ont l'information, mais ça ne veut pas dire que les deux transfèrent des dossiers ou... Il n'y a pas de transfert de dossier. Ça, okay. J'en suis plutôt persuadée. Oui. Après, comme on a une grande connaissance des partenaires qui sont sur le territoire, il est possible qu'on sache les heures de répit, de l'appui qui reste à certains endroits ou des choses comme ça. Mais j'avoue que j'ai une petite hésitation. Une petite hésitation sur le sujet. Mais il me semble pas. Oui, ben non, mais c'est bien. Ben écoute, c'était pas un piège que je voulais te tendre, c'est vraiment parce que parfois, on a l'impression que tout ce monde-là a la même information en se connectant sur un ordinateur, il voit le dossier au complet, mais c'est pas nécessairement ça parce que les services, comme tu dis, info aidant, puis l'appui, c'est proche aidant, CLSC, c'est toute la dynamique de la personne et de la famille. Puis le 811, ben ça va être vraiment un besoin ponctuel. Si on voulait résumer vite, là. C'est ça, exactement. Puis on est très précautionneux par rapport aux données personnelles. Oui. Les données personnelles appartiennent aux proches aidants. On ne peut pas, comme ça, les partager comme on voudrait. Mais bien sûr qu'on essaye d'être le plus complémentaire possible pour que le proche aidant ait un suivi tout le long de son parcours avec l'organisme avec lequel il est le plus à l'aise. C'est vraiment ce qui est important dans l'histoire. Oui. Ben, un peu comme nous, comme organisme communautaire. Peu importe la situation, on va orienter la personne plus vers son intervenant social qui est au CLSC ou il y a une situation que peut-être qu'on devra faire une intervention plus rapide, mais que ce n'est pas une urgence, alors on va faire le 811. Puis si c'est une démarche avec un aidant, puis que là, il y a besoin d'informations X, on va plus aller vers la ligne info aidant. Alors, c'est ça, il faut tous y réfléchir un petit peu. Finalement, c'est quoi notre question, c'est quoi notre besoin? C'est ça. Mais c'est sûr,
Et forcément, je travaille pour l'appui. Donc, c'est sûr qu'en étant proche aidant et en appelant l'appui, on est sûr d'avoir des réponses concernant les proches, vraiment la proche aidance, son rôle, le parcours, là où on en est, puis c'est vraiment la force de l'appui. Oui. De toute façon, souvent, je dis aux gens, vous n'avez rien à perdre à appeler Info Aidant. Dans le pire des cas, ils vont vous référer. Mais au moins, vous allez avoir eu quelqu'un pour vous entendre rapidement. C'est exactement ça. Franchement, les conseillers proches aidants vont vraiment être à l'écoute du besoin de la personne, puis le référer si besoin, ils le ressentent, explorer avec eux en fait les différents chemins qui peuvent s'ouvrir devant lui. Il y a des personnes qui ont besoin de soutien psychosocial, puis on va les référer. Il y a des gens qui ne veulent pas parler, qui veulent juste parler au conseiller sur le moment parce qu'il y a un débordement d'émotions, par exemple, mais qui ne veulent pas s'investir par la suite. Il y a toutes les possibilités qui peuvent s'offrir à la ligne Info Aidant. C'est bien. Bien, écoute, je souhaite que toutes les explications que tu nous as apportées améliorent la compréhension du travail, puis de la collaboration entre les différents organismes et surtout la démarche de l'appui. Puis, écoute, on vise seulement qu'à améliorer les services auprès des proches aidants, tout le monde. Hein? C'est ça, on a tous la même volonté. On part tous vers le même chemin en essayant de se compléter le mieux possible, en fait. Bien, super. Bien, merci beaucoup, Manon. Puis, je suis certaine que ça a allumé quelques lumières. J'espère. Je peux répéter le numéro de la ligne Info Aidant si ça peut aider les gens qui n'ont pas noté. Vas-y. C'est le 1-855-852-7784. Le 1-855-852-7784. Et c'est disponible, donc on peut rejoindre les gens de 8h à 8h, donc de 8h à 20h, 7 jours sur 7. 7 jours sur 7 et c'est totalement gratuit. C'est ça. Ah, ça, c'était vraiment important de cette finale-là. Un gros merci. Merci à toi, merci. J'espère que, comme tu dis, ça aura allumé quelques flammes. Merci. Alors, pour l'histoire de l'entraide et de l'aidance à l'île d'Orléans, nous accueillons d'abord Mme Nicole Rollet-Bédard, qui est bénévole depuis plusieurs années, même quelques décennies, dans le domaine communautaire et de la pastorale. Elle est cofondatrice de la Corvée, du journal Autour de l'île, de l'Association bénévole de l'île d'Orléans. Elle a reçu de nombreux prix pour son bénévolat. Elle est présentement active au sein de différents organismes, dont l'Association bénévole de l'île d'Orléans, le journal Autour de l'île, le comptoir partage, le comité des résidents du centre d'hébergement Alphonse Bonenfant, le comité des usagers de Québec-Nord pour le CIUS Capitale Nationale. Elle fait partie de l'équipe d'animation locale de la paroisse Sainte-Famille de l'île d'Orléans. Elle a reçu en 2016, entre 1996 et 2016 plusieurs prix, dont le prix du gouverneur général pour l'entraide, qui est devenu la médaille du souverain en 2016, le prix reconnaissance Gabriel Bouffard, Oscar Bonenfant de la Caisse des Jardins de l'île d'Orléans, la médaille du jubilé de diamant de la reine Élisabeth II, le prix reconnaissance du Club optimiste de l'île d'Orléans et le prix Raymond Gagnon pour son implication bénévole au sein de la presse écrite communautaire. Alors, on a quand même des gens très recherchés sur l'île. Je vous présente aussi M. Yves-André Beaulieu, conseiller municipal depuis plus de 30 ans, marié durant 3 mandats. De 2013 à 2021, il était responsable des activités communautaires à Sainte-Pétronille, responsable de la reconnaissance envers les personnes émérites, membre du comité pilote de la MRC de Sainte-Pétronille pour le bien-être des familles et des aînés. C'est l'élaboration de la politique MADA, que vous entendez peut-être des fois, donc municipalité amie des aînés, et la politique familiale, aussi fondateur du comité d'embellissement de Sainte-Pétronille, comité de sauvegarde du patrimoine religieux de l'île d'Orléans, et bien d'autres réalisations qui sont autant d'exemples de son implication dans son milieu. C'est le coup de cœur de Charlevoix-Côte-de-Beaupré 2021 de la députée Émile Foster, qui a été souligné d'ailleurs à l'Assemblée nationale, et récipiendaire d'un liste de Caroline, la députée fédérale, en juillet 2021, qui souligne les valeurs d'entraide et de ténacité, dont les implications bénévoles à l'Association bénévole de l'île d'Orléans
et à la Société du patrimoine et de l'histoire de la Côte-de-Beaupré, île d'Orléans. Des gens de qualité. Bonjour Nicole. Bonjour. Alors, la présentation, c'est juste une idée de ton parcours, mais dans le fond, c'est quand vraiment que tu as commencé à faire du bénévolat? Oui, j'ai commencé très jeune. J'ai fait partie de la jeunesse ouvrière catholique qu'on faisait du bénévolat dans notre milieu. Je suis là. Et là, j'ai continué aussi dans les premiers temps de mon mariage à Montréal, en service, comité de citoyens. On a aidé à mettre sur pied les logements climatiques, des choses comme ça. Fait une jeune Nicole dans ce temps-là. Et sur l'île, comme automatique, on a eu toute sa vie, on en avait moins. Est-ce qu'on pourrait dire que ça fait partie de ton éducation ou tu as eu une formation pour te donner le goût? Je crois que c'est mon éducation parce que chez moi, on accueillait sans-abri que je dirais parce que c'était une personne qui travaillait dans le milieu. Puis, quand il n'y avait pas de place à coucher, mes parents disaient, je viendrai coucher chez nous. Puis, on gardait aussi ma vieille tante, de la famille de mon père. Alors, j'ai été élevée avec ce bénévolat, ce dont tu es, que mes parents m'ont montré, l'accueil, puis prendre soin d'eux. C'est toute une démarche comme aidant aussi. On a aussi avec nous Yves-André Beaulieu. Bonjour Yves-André. Bonjour. Yves-André, je te l'ai dit, franchement, je sollicite ton bagage de passionné d'histoire pour un peu nous faire refléter c'est quoi l'entraide à l'île d'Orléans. Est-ce que toi, tu as des informations historiques sur la façon de vivre l'entraide à l'île d'Orléans? À l'île, comme toute autre île, ça remonte à des générations et des générations antérieures. L'île a toujours fait partie d'un milieu d'entraide. Si on regarde, il n'y a pas de pont à l'île, contrairement à certaines autres îles qui ont des ponts. On n'a pas de traversier. L'entraide se faisait entre les familles. Il y a plusieurs familles. Tout le monde se connaît à l'île. Des grandes familles, cousins, la ma tante, l'oncle, la petite cousine, les petits cousins. C'était ça l'île d'Orléans. À l'époque, j'avais des pays historiques. J'étais confiné sur l'île. Alors, être confiné sur une île, c'est les grandes familles souches de l'île. Beaucoup de l'île. Les grandes familles. Alors, ça s'entraide entre eux autres. Ça vient de cette époque très lointaine. Non seulement c'est un mode de vie, mais ça a dû être un mode de survie. C'était un mode de survie au départ. Après ça, ben, c'est sûr, c'est de l'entraide. Mon oncle, ma tante, cousine, petite cousine malade, il y avait de l'entraide qui se faisait. Déblayer les chemins, il n'y avait pas des charrues à l'époque. Ça se faisait avec un taureau, puis à pelle, puis des charrues, qui étaient des rouleaux qu'on compressait les rues. Et c'était ça l'entraide qu'on se faisait. Donc, bien longtemps. Bien longtemps. Je pourrais en parler, plus longtemps, Mais si je reviens à toi, Nicole, toi, tu as eu un parcours, tu nous l'as dit, là, qui t'a amené vers le bénévolat, l'entraide. Puis, avec ce que tu parles de ta tante, ben, c'est déjà une démarche d'aidant, de proche aidant, comme on voit maintenant, on le nomme comme ça maintenant. Mais depuis ton premier engagement comme bénévole jusqu'à aujourd'hui, est-ce que tu observes des changements dans l'acte de bénévolat, dans la façon ou dans l'engagement des gens? Le bénévolat est plus organisé. OK. Parce que, juste à revenir à l'association bénévole de l'île d'Orléans, c'est vraiment structuré avec des formations adéquates, avec, c'est pas nécessairement comme disait Yves-André, la parenté, le voisin, c'est aussi, on compte aussi sur la communauté. C'est des changements que je pourrais observer de celui-là. Ah oui. Est-ce que, justement, avec ce changement-là, est-ce que tu dirais que maintenant, il faudrait offrir des formations pour que les gens apprennent à devenir bénévoles? Moi, je crois que c'est sûr que
c'est aussi inné chez des personnes d'avoir le goût de l'entraide, mais ça demande aussi une certaine formation. Donc, il y a des critères à respecter pour la sécurité, apprendre aussi à respecter l'autre, pas s'imposer. Ah oui. Comme ça qui sont importants qu'un bénévole doit savoir, qu'il doit toujours l'avoir en tête, là, parce que c'est tellement important, là, le respect de l'autre. On peut être aidant, être nuisible, si on veut pas, si on domine, parce que chaque personne a sa capacité de choisir. C'est important. De choix. Mais c'est important ce que tu dis là. D'ailleurs, j'aimerais ça y revenir tout à l'heure. Yves André, tu parlais les gens avaient comme pas le choix, puis ça faisait partie d'un mode de vie. Mais est-ce qu'il y a eu des moments particuliers sur l'île d'Orléans où les gens ont dû serrer les coudes plus ou? Si tu regardes la crise économique, les conflits, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, il faut oublier que beaucoup de maris ou de personnes ont été envoyées Au champ, se battre. on dit, oui. C'est un exemple. Alors, les madames ou les épouses restaient avec des champs à faire des foins, à ramasser des bouillons. À ce côté-là, il y a les gens, ils se sont élevés. C'est une autre chose durant la grande crise publique. Si on regarde, le pont a été ouvert seulement en 1936, je pense. La crise économique a commencé en 29. Alors, les gens, il faudrait que ça s'entraide entre eux également. Il y a d'autres qui ont aidé beaucoup la ville de Québec. Il faut oublier que Ville, c'est un peu comme le grenier du Québec. Oui. On s'est aidé également les gens de Québec, les gens qui c'était un foyer d'aide, d'entraide entre le monde et également pour la ville de Québec. La COVID, c'est une autre chose. La COVID, au départ, la COVID, c'était confiné. Après la COVID, il y a eu des rebondissements. Les gens ont voulu s'entraider, sortir de leur confinement. Et l'exemple de son Québec, c'est un exemple typique qui résulte de ça. Mais la COVID, ça a donné naissance à l'aide, l'entraide. Oui. Ça serait son réponse. En effet, toutes des choses que je me souviens d'avoir lues dans de la documentation que l'île d'Orléans est appelée le garde-manger de la ville de Québec, parce que c'est ça, l'hiver, ils pouvaient au moins traverser sur le pont de glace. Et l'été, avec des bateaux, des chaloupes, on a toutes les histoires de supposées sorcières alors que le monde était au bord de l'eau pour aller pêcher. Fait que c'est ça, il y a toutes il y a des légendes, mais il y a des vraies histoires. Les quais bourrins de Saint-Étonite, par exemple, avant les quais, il n'y avait rien, les agriculteurs avec des chaloupes d'été, et leurs denrées bec, soit vendre. Pour l'hiver, c'était les ponts de glace qui traversaient ici, et au Boucau, à la pointe de l'île, qui s'en allait à Montmorency, puis directement à Québec. Ça se divisait dans le milieu du fleuve. Ça se rappelle. Il y a quelques années. Il y a quelques couples d'années. On n'a pas vu ça, là, mais on sait que ça existait. Oui. Mais tout à l'heure, Nicole, tu parlais que dans la formation ou dans la façon d'être bénévole, il faut faire attention, puis il faut apprendre à respecter l'autre, pas trop prendre de pouvoir là-dedans. Et moi, à chaque fois que je rencontre des aidants, des gens très impliqués au niveau bénévole, je suis toujours tentée de poser cette question-là. Si toi, un jour, tu as besoin d'aide, comment tu voudrais que ça se fasse?
Ça va avec ce que j'ai dit précédemment, c'est que moi, j'aimerais bien être expérimentée par les personnes qui devraient m'aider, dans le sens que, pas sentir qu'on m'impose des idées, des façons de faire. C'est tellement occupé le respect, mais ça comprend beaucoup de choses. J'espère aussi rencontrer des personnes de confiance. Oui. Parce que il y avait aussi un besoin de formation, là, aussi, puis de suivi des bénévoles. Parce que qu'est-ce qui aide à favoriser le bénévolat? Souvent, on parle des personnes qui disent, ben, moi, quand j'aurai besoin, j'ai peur. Oui. J'ai peur, je sais pas, parce qu'on entend tellement toutes sortes de choses, mais naturellement, ce sont pas c'est pas tout le monde qui est malvoyant. Non. Mais, ça en prend juste un dans un milieu pour vraiment, là, faire perdre le goût d'avoir recours à du bénévolat. Et moi, ce que j'ajouterais, c'est que plutôt que de devenir dépressif comme personne qui a besoin, puis plutôt que de rester seul, puis de mal en point, ben, j'espère ma part, puis j'espère que les autres vivent ça comme ça, de demander de l'aide avant qu'il soit trop tard. Ah oui. Parce que souvent, on voit que les gens s'épuisent comme proches aidants, puis aussi même comme personnes qui vivent seules. Mais vraiment, ce qui fait peur le plus aux gens qui ont besoin d'aide, c'est l'inclusion. Oui. Ça, là, je comprends ça. Parce que le risque que chaque personne, elle dit de venir de sa tête, hein, fait qu'elle est capable de décider, oui. Si elle n'a pas le goût qu'on vienne, parce qu'elle a la même nous que nous, ben, il faut respecter ça. Puis parce que la clientèle disait, il y a un contexte qui existe aujourd'hui, je fais une petite parenthèse, c'est qu'avant, les familles étaient nombreuses. On pouvait aider sa propre famille. Puis aussi, les femmes ne travaillaient pas à l'extérieur. Il y avait toujours quelqu'un à la maison. On n'avait pas besoin d'un bénévolat organisé. Mais aujourd'hui, on a besoin d'un bénévolat organisé, comme ce qui se fait, ce qu'on appelle aussi sur l'île. J'ai fait une petite parenthèse, mais non, c'est bon, c'est bon. Mais je trouve que c'est quelque chose de... C'est pas croyable, les personnes laissées seules, où leurs enfants sont plus à l'extérieur. Oui. Puis ce que j'attends, moi, si jamais j'avais besoin, j'attends qu'il y ait justement, entre guillemets, une surveillance d'un bénévole qui vient chez moi. Tu sais, dans le sens de savoir ce qui se passe, comment ça va, oui, d'écouter. Ça, c'est quelque chose qui me donnerait grande confiance. Qu'un organisme me dirait, ben là, vous savez, on s'en occupe du bénévole, on s'informe comment ça va. Puis, tu sais, ça, je trouve ça primordial pour ma part. Non, c'est précieux, c'est lorsqu'on lit la capote, un des domaines de l'association de notre bien des fois, on se retrouve avec les gens qui servent, distancés, ce qui se passe. Tu vois, beaucoup de gens qui sont fantasmes, là. Alors, on va être premier contact. Rien. C'est sûr. C'est humain, les valeurs humaines, ça va. C'est une vraie préoccupation. Pas la formule de « bonjour, comment ça va? » On est parti déjà. Là, ça hérite également du monde. C'est devenu banal. C'est banal. Ça devient bien dans Sylvain et Jour.
On me laisser, là, ils m'ont dit oui, oui. Ben, dans le fond, tu as un petit peu anticipé ben, les deux. Je voulais te demander si tu avais des suggestions pour les gens qui auraient à recevoir de l'aide, mais dans le fond, tu l'as bien mentionné. C'est important de d'abord savoir, avoir comme un peu des références. Si le bénévole est pas dirigé par un organisme, au moins s'informer, c'est qui cette personne-là, d'où elle vient, qui vous l'a proposé, est-ce que c'est quelqu'un qui s'est présenté d'elle-même? Tu sais, des fois, on voit des annonces dans le journal. Ben, on n'est pas obligé de juste avoir le contact avec cette personne-là. Comme un emploi, on peut dire, avez-vous des références? Avec qui vous avez fait affaire, qu'on peut d'abord se rencontrer. On n'est pas obligé de faire un acte de foi. Là. Faut, c'est bien, mais c'est ça. Comme tu l'as souligné, faut pas non plus penser qu'il y a de la malveillance partout. Mais on est tellement alerté sur tout ce qui se passe, qui va pas bien, que ça nous amène à être peut-être hyper vigilants, mais tant mieux. C'est pour protéger tout le monde. Je pense pas qu'on peut l'être trop dans ces situations-là, en tout cas. Je pense que les organismes, comme exemple, le vidéo, parce que, ils ont intérêt aussi à se faire connaître de mieux en mieux là, pour que les gens soient rassurés. Oui. Que, tu sais, des fois, je trouve que le monde, parfois, plus craindre. Fait qu'ici, maintenant, il est reconnu, puis les gens aussi, on en entend parler, tout ça, mais c'est très important que on fasse connaître les organismes et les rassurer de la population. Peut-être que ça serait à l'avantage, je pense à la bio entre autres, mais tous les organismes devraient prendre le temps d'expliquer comment ils font pour référer des gens. Comment on fait pour choisir les bénévoles? Tu sais, comme à l'association bénévole, les gens qui ne donnent pas leur nom comme bénévole ne le savent peut-être pas, mais il y a une recherche au niveau judiciaire pour être sûr qu'on n'est pas dans une situation où quelqu'un a déjà abusé. Tu sais, c'est qui est déjà ça. Mais en plus, on fait une rencontre avec la personne, on va faire un genre d'évaluation, on va dire, pour apprendre à la connaître avant de la référer, puis voir c'est quoi ses intérêts, pour pas dire à quelqu'un, mais tu vas aller tenir compagnie à une personne, admettons, qui vit une démence, alors que le bénévole sait pas quoi faire avec une personne démente. On va faire des bouts comme ça, puis en effet, il y a des formations qui sont offertes. Fait que, mais oui, c'est vrai, on aurait avantage comme organisme à publiciser notre processus. Hein. On publicise nos actions, mais pas comment on y arrive. Ça pourrait être sécurisant pour bien des gens. C'est vrai, ça a bien du sens. Mais toi, avec toute l'expérience de bénévole que tu as dans les différents organismes que j'ai nommés au début, là, quelqu'un qui te dit, moi j'aimerais ça être bénévole, mais je sais pas trop dans quoi, comment tu l'orienterais? Qu'est-ce que tu lui répondrais à cette personne? Moi, j'espère que la personne dans n'importe quel organisme pourrait avoir la chance de venir voir, de s'accompagner quand on est bénévolat. Oui. Pour rassurer justement une personne nouvelle qui s'est jamais engagée dans tel ou tel domaine, puisse voir, c'est comme ça, je me sens bien là-dedans ou pas. Parce que ça serait comme prioritaire d'accompagner la personne qui veut être bénévole, pour la rassurer, et aussi pour apprendre comment on vit ça. Je pense que ça serait comme une base. Moi, je fais de la suite sur la chaise de bénévole. J'ai été contente quand il y a eu des personnes qui m'ont initié, qui m'ont dit c'est ça qu'il faut faire, et puis là, c'est rassurant. Oui, ça donne. Et aussi, puisque l'organisme a comme soutien, c'est aussi rassurant. Puis la nouvelle personne a besoin de savoir ça, qu'elle va être soutenue, aidée, accompagnée. Ça fait partie des priorités de la campagne. Oui, qui n'est pas laissée à elle-même dans son bénévolat. Oui. J'avais la chance, Marie, j'avais la chance d'initier un petit niveau pour la livraison de la cocotte. Oui. Alors, en mai, durant tout le trajet, c'est censé que
le message rentrait, puis ils vivaient là, sur la rue, là. Peut-être, à un moment donné, on est arrivé pas dans les détails, mais le cas extrême. OK. On rentre dans le monde, ça dans le cadre, pas là, il monte en haut, ça a disparu. Bon. Alors, j'ai montré quoi faire en tant que Une situation particulière, là, on va dire. hier. Tu sais, on a déjà trouvé des cadavres également, mais Ah oui. c'est encore. Tu sais, préparer graduellement à des situations agréables, Oui. mais des situations extrêmes également. Lui a eu la chance de le vivre hier. On n'a pas eu un cadavre. Quand même une exception, hein? Bon, ben, ce que l'école mentionne, c'est important pour un bénévole d'être initié, Oui. d'être mis au contact. Ce que c'est le bénévolat. Oui, ça crée-tu avec des personnes? C'est quel genre de personne? Je pense que dans le genre de formation, Oui. Et avoir au moins, c'est comme une situation que tu présentes qui est particulière. Est-ce qu'il y a un téléphone où je peux appeler pour que quelqu'un m'aide? Est-ce qu'il y a cette personne-là, on avait déjà de l'information pour une ressource qui est proche, qui peut venir? Ou, oui, c'est ça. C'est ça, quoi faire pour pas se sentir toute seule dans tout ce qui se passe, là. L'école conventionnelle, il est très bien pourvu au point de vue documentation. On a des personnes à contacter en prévision de situations extrêmes. C'est vraiment structuré. Mentionné. Mais justement, toi, avec tout ton cheminement, autant politique que d'implication bénévole, as-tu l'impression qu'il y a une évolution ou qu'il y a des façons différentes de faire? Toi aussi? Est-ce que tu vois ça ou? Tu sais, il y a bien des promesses. Oui. Des promesses qu'on sait qui se réalisent pas, mais en temps d'élection, on est très fort sur les logements sociaux, par exemple. Oui. Comme exemple. Je ne vais pas rentrer là-dedans, là. Tu veux pas te fâcher? Alors, oui, il y a énormément de choses qui s'en viennent, des prises de conscience, des gens, il reste à un moment où les municipalités répondent, parce que les municipalités ont également des pouvoirs. Ont été ajoutés en 2010 8 nouvelles pouvoirs. Avant ça, les municipalités s'occupaient des trottoirs, des égouts, de l'eau, un petit peu de loisirs et le bien-être du citoyen. C'était pas là? C'était pas là, là. OK. Depuis 2000, ça vient de changer. Il y a eu 8 nouvelles obligations qui ont été passées du gouvernement aux municipalités. OK. Pas la municipalité qui vraiment mettent ça encore en application. Le logement, c'en est un, ça. Alors, on est encore la vieille mentalité. Bon, la municipalité, ça fait ci, ça fait ça. Oui. Les jeunes, le logement, le bien-être des citoyens. On a eu présentement, depuis 10 ans, la politique, la municipalité a mis des élus. Chaque municipalité formule des recommandations, c'est-à-dire, il y a un comité qui fait partie des municipalités qui formule aux conseillers des choses pour le bien-être de leurs propres citoyens. Tout ça, les 6 responsables de chaque municipalité, on dépend de la MRC. La MRC est au-dessus de tout ça. Oui. Alors, la MRC a des obligations en tant que l'île, et chaque municipalité qui est membre de municipalité amie des aînés a leurs obligations si les conseillers veulent bien suivre les recommandations qui sont faites par le comité et les consultations qu'on fait dans chaque municipalité. Oui. C'est un peu ça le rôle qui change. Tu sais, le gouvernement délègue
beaucoup. Quand ça vient d'agir, faire des promesses, ben, l'application, c'est d'autres choses. c'est d'autres choses. Ouais. Mais, tu sais, dans le fond, ce que j'entends, c'est que, tu sais, tout ce qu'on voit au niveau provincial, la façon de fonctionner partout, quand on arrive ici sur l'île, pour tout ce qui est entraide, bénévolat, que ce soit au niveau politique ou au niveau de notre fonctionnement social, c'est la même chose, mais en microcosme, on pourrait dire, hein? Puis, tu sais, quand on écoute dans chaque ville, ben là encore, parce qu'on a quand même des particularités, même si on fait souvent des blagues, là, tu sais, on a tout le plus beau village, on le sait. Mais si je reste à Saint-François, puis je reste à Saint-Pierre, les besoins ne sont pas les mêmes. On sait qu'il y a plus de jeunes familles à Saint-Pierre. Alors qu'à Saint-François, c'est une autre démarche. Puis les espaces entre les maisons sont pas les mêmes. Fait que les besoins, ils se reflètent pas de la même façon. Mais c'est ça, fait que, ben, j'entends bien ce que tu dis, mais ça, c'est important que les gens prennent connaissance aussi. Dans les villes, les grandes villes, il y a des conseils de quartier, des conseils de quartier. Conseil de quartier, équivalent d'une petite municipalité, donc ils ont des représentants à la ville de Québec. Oui, responsables, ils sont payés le conseil. Ça se fait plus, je mentionne, petit réseau de ce qui se passe dans les grandes villes. Et tout de même, la politique en haut et le Parlement, c'est d'autres choses. On promet puis on n'agit pas. On promet puis on n'agit pas. Le peuple, les citoyens devraient faire attention à ce que je dis. Les citoyens n'ont pas le peuple. Oui, c'est vrai. Non, les citoyens se font promettre des choses parce qu'il y a tellement de besoins. Les conseils des quartiers sont là. On regarde ce qui se passe dans différents quartiers. On recommande, on demande, ça passe à certains niveaux. Député, toi, tu sais, le secteur, tu devrais amener ça au Parlement. Les logements sociaux, on n'a pas, ça sent jusque-là. Les promesses électorales, à un moment donné, ça fait partie de nos programmes. On met beaucoup plus d'emphase encore, malheureusement, sur les routes, les égouts, les trottoirs. Un petit peu moins sur le bien-être vraiment véridique pour les citoyens. Il y avait des changements sociaux. Ça s'équilibre, en tout cas. Il n'y a pas trop d'équilibre là-dedans. Si tu regardes les milliards qui sont donnés pour les routes, alors qu'on s'en va vers le transport en commun, je ne veux pas rentrer dans la politique, c'est aberrant de voir ce mais ça a quand même un impact sur qu'est-ce qui se passe, comment on vit sur l'île. Parce que, dans le fond, si tout le monde réalise que chacun, si on parle à ceux qui nous représentent, on leur dit, mais écoute, on a besoin ici du logement social. On a besoin ici de différents bénévoles pour le maintien à domicile à long terme. Pour qu'on arrête de se faire dire à l'île, ben là, vous habitez loin, il faudrait penser à l'hébergement. Non. Si je veux vivre chez moi jusqu'à la fin de mes jours, j'ai le droit de l'avoir, le service. Pas vrai, parce que je reste à Saint-François que j'ai pas le droit. Fait que, c'est important que chacun remonte à la personne qui le représente dans sa ville ici, que cette personne-là puisse le monter à la MRC, que ça puisse monter plus haut. Si on veut être entendu, c'est la façon de procéder. Comme les proches aidants. Oui. Regarde ce que le gouvernement consacre au point de vue monétaire aux proches aidants, c'est tout des pilotes. Ça se passe à l'île. Ça se passe au milieu dans chaque municipalité. Ça se passe à la grandeur de l'île. Quand la politique, c'est une demande de la politique, j'aime autant pour parler de ça, parce que ça me... On sait, à l'île, on a quand même... on a des on a millions. la vie de c'est une belle avancée pour un petit... Ça, c'est vrai. Après, il y a des choses, il y a quand même des belles choses qui se font. Et je trouve aussi que la politique encourage beaucoup les organismes aussi, il y a du soutien, il y a une belle connivence, une belle collaboration.
Il y a comme un peu des deux. On est pris dans ce mix-là, où parfois, on se fait dire comme organisation, ben, vous êtes annexé à la capitale nationale, fait que les gens vont juste aller en ville. En même temps, si moi j'ai une job à l'association bénévole pour m'occuper des services aux proches aidants, c'est parce qu'ils se sont rendus compte que les gens ne sortaient pas de l'île pour aller chercher l'aide. Ils vont rester dans leurs problèmes. Et là, ils ont dit non, il faut démarrer quelque chose ici. Fait qu'il y a comme, c'est fou parce qu'on a double message. Fait que pour ça, c'est important, je trouve que le monde parle, puis qu'il aille voter, puis qu'ils approchent les conseillers, puis qu'ils le disent. Même chez nous, aide-moi à ça. Même au provincial, si tu regardes le taux de participation, même dans les municipalités, le taux de participation, c'est ridicule. Si tu mets ça dans l'urbain, les grandes villes, c'est encore pire. Ben, le monde se décourage, on dirait. Se décourage, c'est ça. Alors qu'il existe plein de choses, comme tu le mentionnes. Ouais. Ça, c'est pas toujours affiché, puis c'est pas toujours. Si on l'apprend par un, par l'autre. C'est bon de se rappeler, puisque c'est quand même le CLSC qui a contribué à mettre sur pied l'Association bénévole de l'île, alors que ça, c'est un organisme gouvernemental. Ça fait une nuance, là. Oui. C'est pas toute la même couleur. C'est pas, il y a quand même des nuances, mais les citoyens, quand ils collaborent à des initiatives comme ça, ou qui ont des idées qui sont bonnes pour améliorer la condition des aînés sur l'île, la condition des proches aidants, ben, c'est bon, là, que les citoyens s'impliquent. Oui, c'est la responsabilité de chacun. Mais moi, ce que je trouve difficile aujourd'hui, c'est que c'est la relève de bénévoles. OK. Dans certains milieux, peut-être que c'est pas le cas de la bio, mais moi, je fais du bénévolat au centre d'hébergement. Puis, on est à la recherche de bénévoles. Parce que c'est pas tout le monde qui se sent apte à aller aider dans le centre d'hébergement. Mais un jour, ce sera le pire. Là, c'est toujours ce que je me dis. Oui. Puis, c'est tellement important de briser leur isolement. Oui. Donc, bon personnel, super bon pour eux, super affectueux pour eux, mais ils ont besoin de distraction. Une journée assis à attendre, mais écouter à attendre, c'est long. Oui. Parce que quand les bénévoles viennent, puis qu'ils puissent arriver à leur faire des activités, en même temps, on parle avec eux, en accompagnage, on reçoit beaucoup aussi. Oui. Mais ça fait dire par une personne, je vais dans un film, ben, ça fait 10 ans. Aujourd'hui, j'ai fait on est utile. Aujourd'hui, c'est notre pays. Oui. C'est dans la petite vie. Oui. Moi, j'ai fallu faire un petit peu de monde sur le. On est dans cette mixité-là, où il y a des choses qu'on comprend pas trop pourquoi c'est comme ça, puis est-ce qu'on est vraiment entendu, puis en même temps, on vit une certaine évolution. Mais ça me fait penser, d'ailleurs, Nicole, ça me ramène à, puis toi aussi, André, vous êtes des cofondateurs de plusieurs choses qui ont pris naissance, puis qui vivent encore sur l'île, plusieurs associations ou être bénévoles. Comment tu as fait pour partir quelque chose comme ça? Comment ça se passe qu'à un moment donné, 2-3 personnes se parlent, puis on prépare un organisme? Comment ça marche, ça? Il y a de la volonté de plus qu'une personne. Quand on parle quelque chose, on n'est jamais fait. C'est parce qu'il y avait du monde qui croyait. Je prends un exemple, quand le général fédéral était mis sur pied, il y avait eu une table de concertation. Finalement, le domaine politique de lui a suivi, on essaie d'un prototype régional qui a vu le jour, finalement, parce qu'il a fallu que les appuis, là. Fait que ici, la collaboration à tous les niveaux dans un milieu pour arriver à faire quelque chose. Il ne faut pas penser qu'à même son dit, il y en a, c'est sûr, des fois, qui ont une idée, mais souvent, l'idée, elle ne vient pas juste d'une personne quand il y a une fondation. Souvent, il y a une intuition qu'on entend chez l'un, chez l'autre, et là, à un moment donné, quelqu'un dit, bon, on y va. Puis, il y a des cours. Il y a des visionnaires un peu partout. Donc, il faut qu'il y ait une certaine vision au départ. Parce que je pense, je regarde toutes les choses qu'on a. Non. Travail d'équipe.
une vision de bien-être du monde. Comme dit tantôt, un groupe de personnes, des collaborateurs, qui puissent t'aider, mais tu choisis ton monde également. Donc, tu travailles avec du monde qui sont passionnés la plupart du temps, oui, parce que vous avez des fois, au départ, il faut qu'il y ait du monde passionné, une vision également, travailler dans le même chemin. Il y a des choses, il n'y a pas de ressources. Il faut être vraiment fou. Et des fois, là, je vais vous donner un exemple. Foyer de charité. Oui. Le domaine de la Groisardière, Portus, à Saint-Pétronille. Moi, j'ai connu ça quand j'étais petit cul. Bon, j'ai connu ça dans sa splendeur. J'ai servi la messe quand ça passait entre les mains des Portus à la fraternité. J'ai délaissé pendant plusieurs années ce milieu-là. Je suis retourné il y a une couple d'années, dans le même temps que le Père Germain est arrivé il y a 12 ans. Pour découvrir ce milieu-là, les jardins, je parle. C'était délabré, c'était épouvantable. Ça avait été abandonné. Ça avait été abandonné, c'était pas des priorités. Ces jardins-là avaient été considérés comme les plus beaux jardins d'Amérique du Nord d'inspiration méditerranéenne. Oh oui! Quand j'ai regardé ça, ça m'a fait mal au cœur. J'ai vu ça dans sa splendeur. Alors, j'ai été, moi, la vision, là, c'était grave. La vision, je l'avais dans la tête, j'ai vu ça dans. Tu peux pas laisser ça. On te donne un talent, puis t'es supposé d'en reproduire, continuer au lieu de l'enterrer. Oui. Ben, ça s'est pas fait comme ça. On a enterré le talent pour continuer. Donc, j'ai été chercher l'aide de Fierbourg, à différentes conférences, pour les amener là. Fierbourg, c'est l'école d'horticulture, les démondages. Il y en a un autre, c'est à Saint-Hyacinthe. Alors, graduellement, ben, on a vu le bienfait de remettre ces jardins-là, autant pour le milieu de spiritualité, de calme, que ce milieu le représente, que pour également le patrimoine que ça représente. C'est le joyau de ce pays. Oui, ça fait partie du patrimoine de la province de Suisse. Oui, mais toutes les autres personnes sont bien contentes. C'est un milieu qui est ouvert à tous, ça se passe. Tu peux aller te promener, tu peux même t'écouter, le Père Germain invite tout le monde à faire des techniques, même des trucs. Un petit exemple d'une chose que j'ai faite. Des belles folies. C'est des belles folies. J'avais le directeur de l'école qui était de mon côté, j'avais des professeurs qui s'occupaient du capitale nationale, des jardins de la capitale nationale, soit de ah oui, la lumière, oui, tout des malades. On veut pas qu'il se fasse soigner, on veut qu'il reste comme ça. Donc, tu sais, faut être visionnaire au départ. Oui. Si t'as pas de vision, là, Garo, puis ça, tu t'es suivi. Ouais, en même temps, comme vous avez dit, il faut travailler tous entourés. Avec il faut que tu sois entouré de fous. J'allais dire que souvent aussi, ça répond à un besoin. Oui. Ah oui. Ça flotte pas des nuages, ça. C'est parce que là, quelqu'un vit une expérience qui voit un besoin. Parce que c'est dit, parce qu'il a soi-même besoin. Et là, on voit ça dans plusieurs fondations, les gens qui vont créer une fondation, parce que les autres en ont besoin. Ah oui. Puis je pense que ça répond à un besoin. On ne fait pas des choses dans les nuages. Là, tu es en train de me dire que quand tu t'es impliqué pour monter la corvée, c'est que là, vous avez vu qu'il y avait des situations de pauvreté, puis qu'il y avait personne qui pouvait y répondre, ou du moins, rien qui était adapté. Ouais. Pour l'association bénévole, c'est qu'il y avait du monde qui voulait aider ou il y a du monde qui demandait de l'aide? C'est ça, la corvée, c'est un groupe qui finalement a commencé à se réunir pour partager l'Évangile. Puis le but est venu aussi, comme l'Évangile nous dit, de charitable, de donner à autrui, ben, on a répondu à des besoins. On s'est mis à aider avant l'aide alimentaire, notre milieu ici, parce que ça, la forêt, c'était à Saint-Pierre, c'est à pas milieu de
ateliers. OK. C'est un groupe de personnes qui ont différents services, comme aider à déménager une personne parentale. Ah oui. On est allé même faire le ménage chez une personne âgée qui vivait seule, qui était tout à fait dans on a fait de trucs, on a fait plein de transports, puis ça a été bien merveilleux quand l'association de bénévoles est venue sur pied parce que ça nous a quand même permis parce que les besoins grandissaient. Ah oui. C'est quelque chose de à connu. petite échelle, mais là, Oui. finalement, ça demandait sur toute l'île. Oui. Donc, c'est merveilleux là, que ce soit quand même chapeauté par l'association bénévole qui, elle, couvre tout. Oui. Je veux dire que dans la cordée aussi, ça a été, on dit, fermé parce que les personnes qui en faisaient partie ont vieilli. Puis, il y a pas eu de problème, mais peut-être parce que justement, l'association bénévole maintenant répond à ces besoins. Ah, mais tu vois, c'est ça que je m'en allais vers ça. Comment on peut expliquer qu'à un moment donné, il y a des organismes qui s'arrêtent et des services qui s'arrêtent, mais c'est ça que ça va tourner à répondre avant que je pose la question. Ça n'arrête pas vraiment. Non, c'est ça, c'est que ça se transforme. Oui. Je pense qu'il y a d'autres choses qui existent qui permettent qu'on Je regarde la Guignolée. Oui, c'est vrai. La Guignolée, là, c'est pas la ville de Québec. La Guignolée, le fondement de la Guignolée, c'est les commis voyageurs à l'époque. Oh mon Dieu. Non, tu demandais l'historique. Oui, c'est ça, la Guignolée, là. Moi, je l'ai parti à Montréal, la Guignolée, là, dans le West Island. Commis voyageurs à l'époque, là, partaient d'une maison à l'autre. Bonjour, voulez-vous une brosse? Voulez-vous, bon. Alors, ça apportait des nouvelles, mais ça regardait également le monde qui était dans la misère. Ah oui, L'Association des commis voyageurs de la province de Québec a mis sur point la Guignolée pour l'entraide. Ah oui. Pour les gens dont les commis voyageurs, Oui. ils voyaient tout de suite dans la misère. Ah oui. Alors, on va essayer. À Noël, la fameuse Guignolée, oui, tous les villages. Ah oui, mais ça ici, C'est vrai. c'est perdu malheureusement pour différentes raisons. Mais je pensais pas qu'il y avait quelque chose. Oui, La guignoloche. Et on se faisait demander, oui, Monsieur Beaulin, chantez-nous donc une petite chanson si vous voulez qu'on vous donne. Oui. Alors, on passait de maison à maison. Ah, c'est bon, hein. Et nous autres, on l'a T'as fait. fait aussi la guignolée, toi? Ah oui. Mais la corvée, il y avait le ça. panier de Noël. Non, ben- mais la corvée, c'était notre moyen de financement de la Guignolée. Ah oui, Ouais. oui. C'est ça. Là, dans West Island, tu me demandes qu'est-ce que j'ai fait, là. Ouais. Dans West Island, moi, je voyais disons que les tanks, là, pas dans le West Island, on avait des besoins dans le West Island. Ça, Ça se faisait pas des églises. Oui, hein? ouais, c'est ça, c'est pas juste c'était l'église. C'était Le mouvement d'église, Oui, c'est également. ça, hein? Hein? C'est ça. Mais au départ, c'était l'association des commis voyageurs. Les églises ont fait ça avec les commis voyageurs, ça a aussi ça. Dans l'église, a lâché un peu. Oui. Des fois, c'est l'église qui... Oui, c'est ça, la Saint-Vincent, pas le plus comme le relais, à un moment donné. Ouais. Tout le côté social, c'était l'église. Toutes les activités, c'était l'église. C'est vrai. Que ce soit n'importe quelle autre qui est dans l'église, on était Mais l'approche aidante, ça commençait avec des gens, des religieux. C'est des religieux. À Québec. Oui, mon grand-père, chevalier Pierre Beaulé, a été le président fondateur du syndicat catholique du Canada. Ah, moi, je me souviens d'avoir entendu ce nom-là. Ah, mais c'est la CSN aujourd'hui. Ah oui, c'est ça. Alors, hein, c'est l'église qui avait démarré ça. qui avait démarré ça. Lui, c'était un grand catholique, qui a été reconnu chevalier par Grégoire, je sais pas quel pape, là. Ah oui. Mais c'est ça. Il y avait été voir Desjardins qui commençait la caisse populaire. On a des échanges courriels dans le grand pape.
est développé. C'était pas sérieux dans ce temps-là. Non, mais des discours de moi. Il y avait des téléphones, mais je sais même pas qu'il y avait pas des, je pense pas qu'il y avait des téléphones où ça coûtait, non, je sais pas, en tout cas. C'est qu'il y avait beaucoup des les lettres sont vraiment, là, wow. Nous, là, Mais non. Pourquoi? quand la CSN a eu connaissance, certaines personnes avaient tous les échanges de grand-papa avec ça. Et voulu mettre la main sur ce qui avait été écrit. Dans quoi c'est là. Et si tu regardes le site universitaire de l'Université de Sherbrooke, tu as comprendu, Chapelier de Boulay avec, ça tombait avec le marchand. Quand il est arrivé, dans les syndicats, c'était encore la corporation, le syndicat catholique du Québec. Ah oui. Les marchands, il y a eu split avec l'Église, mais non, c'est le nom. On applique ça comme le CSN. OK. Alors, c'était une façon que mon grand-père, il a bien longtemps aidé les ouvriers, abusés. Ça remonte à loin des... Mais tu sais, ça touche ce que Nicole disait, ça parle d'un mouvement, c'est un élan de charité. Toujours pour aider quelqu'un d'autre, que finalement, il y a quelque chose, il y a un groupe qui se forme avec une idée qui se développe, puis ça crée des Il y a également aussi l'expression redonner aux autres. Oui. Oui. Redonner au suivant, mais c'est vrai. Les gens, je regarde tout le monde sont bénévoles, très actifs, très. C'est des gens qui ont bien reçu. Oui. Qui ont été gâtés par la vie, si on veut. Oui. Ou qui ont vécu. Des situations. Ou qui ont vécu des situations qui veulent aider. Là, c'est vrai, donner au suivant. Ouais. J'ai reçu, c'est à mon tour. Ouais, C'est ça. Aussi, c'est ça. plus permise de comprendre. C'est quand mon mari était malade, 5 mois de temps avant qu'il décède, puis j'ai eu à l'accompagner. Puis j'ai été un mois à l'hôpital et toute la journée, je l'ai passé chaque jour à l'hôpital de ce mois. Et puis je me suis aperçue comment c'était long sur un lit d'hôpital. On rentre dans un bébé, on rentre dans un bébé, on rentre dans un bébé. Il n'y a plus personne. Alors, moi, je me suis dit, quand on avait été mort, je me suis dit, moi, je ne vais jamais passer une semaine sans faire des visites à des personnes qui sont malades. Fait que ça m'a créé comme un engagement du cœur. Puis aussi une compréhension, parce que j'avais le temps, là, je disais comme vous, mais j'avais le temps de voir comment ça pouvait être long pour la journée, dans la maladie, dans la solitude, dans une chambre fermée, où on vient pas pour te dire rien, puis t'accompagner, même pour le proche aidant. C'est pour ça qu'aussi le soutien au proche aidant est important. Parce que moi, le personnel, il n'y avait pas le temps, ils ne sont jamais informés, vous comment ça va. Jamais. Parce que dans ce temps-là, peut-être qu'aujourd'hui, ça se fait mieux. Mais dans ce temps-là, il n'y avait rien de cela. C'était laissé pendant. C'était, ça là, moi, ça m'a fait, ça m'a frappé, ça m'a fait comprendre qu'on ne pouvait pas laisser les personnes en ressources comme ça, puis à eux-mêmes quand ils disent que c'est difficile. Oui. Autant pour le malade, pour la personne aînée qui est plus capable de subvenir à ses besoins, et aussi pour le prochain. Oui. Moi, ça, c'est resté c'est resté là, une autre dimension, je dirais, de mon bénévolat, qui est plus enraciné dans mon cœur, est devenu une affaire de cœur. Et non pas, et moi, je suis pas là pour me distraire. Oui. Moi, je suis là parce que j'aime. C'est du don. Oui. Il y a de l'amour là-dedans. Oui, c'est ça. Aussi, c'est sûr que moi, c'est teinté aussi de ma foi. Oui. Parce que moi, j'ai la foi. Quand ça m'a dit
j'étais dans le malade. Il m'a été donné de le voir dans le malade. J'ai pu voir qu'il était vraiment là. Alors moi, c'est une autre affaire que je vis. Ah, c'est intéressant. Mais tu vois, c'est chacun son cheminement. Oui. Et moi, c'est ça. Puis d'autres, c'est autre chose. T'amènes une dimension que je trouve intéressante. Toi, tu es capable de mettre des mots dessus. Mais j'ai souvent entendu des gens, soit comme bénévoles ou comme aidants, dire qui n'étaient pas capable d'expliquer comment ils se sentaient. Qu'il avait l'impression qu'il était plus près de l'humain en étant dans une situation où il accompagnait quelqu'un, que ce soit à l'hôpital ou qui avait l'impression que c'était pas juste monsieur, madame chose, que c'était l'humain vraiment profond, là. Fait que, dans le fond, c'est ça, c'est un genre de communion avec un domaine spirituel qu'on parle peu, mais qui est présent beaucoup dans le bénévolat et dans l'aidance. C'est comme tu dis, la popote, ça a de la banale, mais vous êtes des gens symboliques quand vous vous rencontrez, puis c'est ça, il y a des gens vous êtes les seules personnes qui voient dans une journée, dans une semaine. Ça là est important. C'est banal de dire comment ça va. Ouais. On l'a mentionné tantôt. C'est plus loin. L'école s'exprime bien au point de vue émotion, engagement. Mon Dieu, ça va tellement plus profond que le mot. Oui. Et se faire proche de là, Ah oui. Se faire proche. Oui. Ah, j'aime ça. Ça veut dire avoir de l'équipe de compassion, d'empathie. Puis ça, comme Éric vient de répéter, la vie ici est évidente que c'est là le ressourcement nécessaire pour que cet aspect-là soit mis de côté et qu'on devienne je fais des choses. Mais je ne fais pas des choses quand je fais du bénévolat. Donc, quand je suis en situation de bénévole, je suis pas en train de faire des choses, je suis en train de vivre. C'est la vie, là. C'est pas... D'ailleurs, les gens, au gouvernement, lorsqu'on fait sur le terrain, les yeux, le contact, les gens sentent par le contact des yeux, pas mécanique, par les yeux, les gens regardent souvent les yeux, et analysent. Ah oui. Formation de confiance, mise en situation de confiance, ça s'échange par les yeux en prime abord. C'est comme des amoureux. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bon, tu regardes l'autre. C'est la rencontre vraiment de la personne, deux personnes. Oui. Oui. Ça, c'est autre chose. Ben non, c'est intéressant parce que je ne veux pas non plus trop vous retenir, mais dans le job encore. Mais tu sais, je me demandais, en 2003, c'est quoi les traces qui restent de toute l'entrée? C'est quand on parle. 2023, et l'impression est en 2023. J'ai arrêté le temps quelque part. En 2023, tu sais, comme Yvan-André disait tantôt, tu sais, ça part dans l'historique de l'île. Les gens, c'était automatique de s'entraider. C'était la façon de vivre, puis c'était de la survie aussi pour différentes situations où il y a eu des catastrophes, ou en tout cas où la vie était moins facile. Mais puis tout le fait de n'importe quelle île, c'est un petit peu isolé, hein, c'est pas partout, là. Mais tu sais, puis je me demandais c'est quoi les traces qui restent, mais en même temps, l'humain reste. Puis tu sais, quand on a fait la journée de la crème glacée, on avait deux adolescentes qui étaient là, hein, qui étaient venues pour faire comme des entrevues. Et après, il y en a une qui je trouve qui, si tu viens, elle avait dit, mais c'est donc bien fun de rencontrer les gens. Fait que, tu sais, ça veut dire qu'elle avait dépassé la tâche qu'on lui demandait de venir interviewer les gens, puis que là, elle était vraiment allée à la rencontre, elle était tombée, elle disait, je suis tombée en amour. Mais c'est ça, c'est qu'il a... Mais fait il y a de l'espoir, là, faut pas s'imaginer que parce que tout va vite et que tout le monde est occupé, que
que tout va tomber, là. Il y a des suites, puis il faut s'encourager. Mais peut-être qu'il faut stimuler les gens, puis peut-être qu'il faut en parler beaucoup autour de nous aussi. Oui, puis se mettre autour du nez de gens. Parce que pour motiver les gens, il faut qu'ils comprennent que C'est vrai. C'est vrai. C'est pas parce que tu vois 2 Mercedes à la porte que tu, automatiquement, ils n'ont pas besoin d'aide, ces gens-là, sont droits durs. Ils viennent juste de perdre leurs 2 enfants. Famille à nourrir. Oui. Ils ont leur Mercedes à payer mensuellement. Oui. Ils ont leur loyer à payer mensuellement. Il y a une hypothèque. Toi, mon ami, là. Peut-être qu'ils vivent une Parce que détresse intérieure. peut-être, heureusement, eux autres, ils ont peut-être demandé parce qu'ils sont rendus là. Et combien c'est facile de juger 2 Mercedes à la porte? Hey, Eux autres, ils devraient donner pour se voir. Ouais, tu sais, alors, il y a également le côté facile à juger quelqu'un. Il faudrait apprendre peut-être à être vraiment respecté, vraiment, là. c'est bon, Tu peux continuer. c'est bon parce que c'est comme, il y a des gens qui ont de la facilité à aller vers les autres par leur social, et il y a des personnes seules qui doivent réussir à les rejoindre. Et, comme ici, il y a des groupes d'événements en action, il y a des activités. C'est aussi un autre aspect pour ceux qui sont capables de sortir. Oui. Mais il y a peut-être des personnes qui n'osent pas, qui ont peur, Ou qui sont pas bien dans la vie de groupe. solitaires. Ben, il y a tellement de besoins qu'il faut comme être capable, comme citoyen de l'île d'Orléans, de répondre à ces besoins-là, dans les de capacité de minimum. Oui. C'est ça l'intérêt. C'est vrai. On a avantage à se parler. Faut se parler. La communication, faut se former, faut le faire. Des petits exemples. On a 2 enfants municipaux. Mieux que je puisse la connaître. Henry, il est là depuis famille souche. Avec tout le monde dans le village. Ils font les employés municipaux, ils font le tour du village tous les matins, sur n'importe quelle municipalité, pour voir s'il n'y a pas un arbre qui est tombé, si tout va bien, les poubelles sont, etc. Bon, dans toutes les Comme une municipalités. vigilance. Ah, disons, ils sont au premier contact avec, les gens qui est là, par exemple, ça, c'est pas les Ah oui. Des exemples. Ils peuvent voir des choses. Ils voient tout de suite qu'il y a quelque chose qui marche pas, là, tu sais. Alors, tout de suite, là, ils demandaient, en tout cas, mettons qu'on rapporte ça, allons voir. Oui. Toi, t'as les facilités de voir. Il y aura peut-être aussi de voir les gens, de prendre soin de leur voisin. Ah, oui. On l'a fait pendant la COVID, on disait aux gens de faire attention, mais peut-être que c'est une chose qu'il faut parler. Tu sais, un peu comme il y a eu, un moment, moi, je disais ça il y a longtemps, mais, tu sais, il y a eu des parents secours, mais peut-être qu'on devrait faire des aînés secours. Pour quand, tu sais, si on sait que, à tel endroit, on peut avoir de l'aide si on a besoin, quelqu'un qui se promène, qui se sent seul, qui voit une petite affiche qui fait, cette personne-là, elle a la capacité de m'entendre, parce que, tu sais, des fois, on pense que le monde sont tout seuls chez eux, assis sur les divans, puis qui attendent, là. Il y en a des voisins qui sont allés chez eux. Oui. Ça, Ils vont au-devant. ils vont au-devant. J'ai un voisin qui n'est pas celui qui descend la rue. Je dirais, on dort, ça va pas marcher un peu. Un autre, il fait ses affaires à faire, puis j'ai mis le voisin, peut-être qu'il n'est pas sûr. Il me dit, collé, puis il donne une petite puis il téléphone, il dit, une grosse tempête, c'est correct? Ah oui. C'est intéressant, c'est aussi comme association de partir une chose comme ça, puis aussi ça fait connaître plus l'association de tous, puis ça met, oui, ça rend ça donne sens à la vie aux gens aussi, d'être des veilleurs.
on peut créer un groupe qui s'appelle les veilleurs. Tu sais, ça, dans le sens, C'est la tous. Nicole est prête à partir dans un autre groupe. non, Mais c'est intéressant. Mais oui, mais oui. en partageant qu'on a. Oui. On voit. Qu'on est besoin. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Parce que on le sait, là, puis je l'ai dit dans une autre rencontre, ça, en 2050, ça va faire un méchant boom, là. Tout le monde qui va être âgé puis qui va avoir besoin d'une certaine vigilance autour. C'est déjà amorcé. Ici, à l'île d'Orléans est reconnue comme étant la population la plus vieillissante. Ah oui. Bien vieille. Oui. Et dans les derniers sondages fédéraux sont sortis il y a 2 ans encore, le démon. Oui. Certains villages, c'est très danger, oui. Tout ça, wow. Ça va être une couple d'années. La population vieillit. Appelle à tous. Elle appelle. Ça va être à grandeur. Il y a des villages qui vont être obligés de reculer dans le fin fond de je sais pas où, là. Ouais. Qui vont être obligés de fermer littéralement. Parce qu'ils n'auront pas de personnel. Ils n'auront pas de monde pour s'occuper des gens de. C'est le temps. Oui. C'est ça. On les voit, les besoins. Il s'agit de bien nommer les choses. Puis, c'est comme tu disais tantôt, faut le dire. Faut dire qu'on a des besoins, puis faut nommer, puis faut appeler. Fait que, ben, on s'appelle à tous. Quand il mentionnait, ici à Lille, l'association bénévole de Lille, est beaucoup plus connue que par Bouche-Arrêt. Oui. Non, c'est bon. Ben, ok. Mais Bouche-Arrêt, ça devrait être beaucoup plus informé. Oui. Oui. C'est sûr, les gens, ils commencent à, j'ai entendu dire, c'est cette affaire-là. 35 ans, là. On a entendu dire que vous devriez tous connaître que l'île d'Orléans, à l'île d'Orléans, il existe de bénévoles. Ouais. quelque chose pour vous autres. Oui. Pour nous autres. Oui. On est là. Oui. C'est un petit manquement. Ben, mais c'est ça la société, hein. C'est qu'on est toujours en développement, puis. Il y a l'amélioration. Tout le monde bouge, là. Je demandais de l'amélioration Oui. à faire, ça. Oui. On a développé la confiance. Oui. Que les gens sachent qu'un bénévole, c'est la discrétion. Pas gêné également de dire un bon coup. Oui, tu as raison, parce que ça fait partie aussi des exigences quand quelqu'un devient bénévole. C'est un bénévole, en tout cas. Mais dans les autres, associations bénévoles que je connais, Capitale Nationale, l'obligation de garder la confidentialité, mais de ne pas s'isoler avec une situation. Le bénévole va rendre compte à une personne qui est mandatée pour ça, comme nous ici, c'est clair, qui supervise tout ça. Puis s'il y a une situation particulière, c'est clair qu'il va voir avec l'équipe c'est quoi l'intervention qu'on fait. C'est parce que les gens oui, c'est important. Et ça, c'est important. En 2023, on est tous collés là-dessus. Là. Qui sait quoi sur nous, là? Que ce soit dans nos propres municipalités, en caucus, rien ne doit transpirer à l'extérieur. Oui. Ça se passe en caucus. Oui. Et les décisions se font là. Ça se fait pas sur le coin de la rue, là, ou entre un petit groupe de citoyens. Tout est rapporté. C'est encore plus encourageant pour les gens d'aller énoncer des besoins. Oui. Sans craindre que ça va dire quand il y a eu telle idée, ça n'a pas d'allure. Non. C'est pas comme ça que ça marche. C'est ça. Oui, c'est bien. Ah, ben c'est encourageant. Ah, ça donne le mouvement. Il y a de l'espoir. On peut vieillir, on va avoir de l'aide autour de nous. Ben, un gros merci d'avoir pris le temps puis de nous avoir communiqué, en tout cas de toute votre expérience. Là, je pense qu'on aurait pu jaser encore longtemps. Merci. Alors, on a fait un tour d'horizon sur les services qui sont des ressources pour les aidants, 2 parcours différents sur l'entraide.
avec Nicole et Yves-André. Retenez qu'il n'y a pas de modèle. Vous l'avez vu, il n'y en a pas de modèle à suivre pour être un aidant. Il n'y a pas de profil parfait de l'aidant. Chaque personne vit les situations selon sa personnalité, selon les composantes de ses besoins, aussi on en a parlé, puis selon son idéologie. C'est important de respecter ça. Les services, les ressources, tous les outils qui nous entourent peuvent convenir à certains et à d'autres pas. Donc, c'est à vous de constituer votre propre coffre d'outils avec ces ressources-là pour répondre à vos besoins. C'est par essai-erreur, bien souvent, qu'on découvre qu'est-ce qui nous aide le mieux et qui est le mieux adapté à notre situation. Il n'y a pas de recette magique. Alors, on ne cherchera pas ça. Donc, ça nous a permis aujourd'hui de connaître 2 ressources, donc avec Info Aidant et puis la Fondation Âge qui donne la formation Sentinelle. Et puis, nous avons rencontré Yves-André Beaulé et Nicole Rollet-Bédard qui sont venus nous expliquer, eux, leur cheminement et toute leur expérience. Alors, comme aidant, faites-vous confiance. Essayez différentes ressources, développez vos propres outils, posez des questions. Comme le disait Nicole, informez-vous, demandez comment vous allez être accompagné pour devenir un aidant ou un bénévole. Appelez Info Aidant pour savoir si vous êtes proche aidant, qu'est-ce qui peut vous aider autour de chez vous. On l'a vu tout à l'heure, on l'a mentionné, à partir de votre code postal, on pourra trouver qu'est-ce qui est le plus facilitant pour vous. Soyez patient surtout envers vous-même d'abord et envers les autres. On l'a vu, Yves en train d'un petit peu parler, parfois le processus est lent où il y a différentes étapes. Quand on arrive, qu'il y a des décisions politiques qui doivent être prises, ben malheureusement, on peut pas toujours aller aussi vite qu'on voudrait. Ben c'est ça, il faut apprendre à être patient. Mais je vous dirais surtout patient envers vous. Ayez une bonne dose de tolérance et demandez-vous pas d'être parfait tout de suite. C'est pas nécessaire de rajouter ça à la tâche. Rappelez-vous surtout que votre duo aidant-aidé est unique. Et à chaque fois que vous allez être l'aidant d'une personne ou l'aider avec une autre personne, ça sera jamais pareil dès que ça va changer l'individu autour de vous. Alors, c'est unique. Profitez des bienfaits qui sont autour de cette relation-là. C'est des situations qui sont spécifiques à vous, uniques. Alors, c'est à vous de voir comment vous pouvez faire vos duos aidant-aider, puis d'aller chercher tout ce qui va vous aider à vivre le quotidien à son meilleur. Alors, je vais vous laisser là-dessus. On se retrouve le mois prochain. Et puis, j'ai des petites surprises encore pour vous. À bientôt!